Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission et à titre personnel, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler de coulisses du manga et de Hitman parce que c'est le genre de choses et le genre de manga qui nous passionne et qui passionne une partie d'entre vous. Alors évidemment, ça ne concerne pas la majorité des lecteurs, nombreux sont ceux à juste aimer les bonnes histoires et très bien, c'est très bien. Mais il y a des gens qui évoluent dans le côté sombre de la force et nous en faisons partie. Oui, les coulisses du manga nous intéressent. Pourquoi, comment ou avec quel titre, on va voir ça dans un instant, en commençant par vous parler du manga Hitman de Koji Seo, un auteur qui est loin d'être un inconnu d'ailleurs, bien au contraire. Ouais, Koji Seo, c'est un mec qui a commencé sa carrière il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, en commençant dans le manga sportif, un manga sur fond de tennis, WS, je sais pas comment on dit, WS. Et après, en fait, il a vite évolué vers de la comédie romantique assez légère. Et c'est à ce moment-là que Johnny est devenu un amoureux de Koji Seo. Effectivement, avec Suzuka, j'en parle souvent, j'ai fait de l'athlétisme, c'est un manga sur l'athlétisme, voilà. Et l'auteur a lui aussi fait de l'athlétisme, c'est d'ailleurs pour ça. Exactement, oui. J'ai lu ça. Bah après, c'est pas non plus un manga de sport. Hein. Suzuka, faut arrêter. Hein. Les mecs qui disent c'est des mangas de sport. Aishid 21, c'est un manga de sport. Slam Dunk, c'est un manga de sport. Mais Suzuka, c'est une comédie romantique. Hein. En tout cas, à chaque fois, on a le sentiment dans ses œuvres que c'est très inspiré de sa vie personnelle. Ouais. Et puis, il a ce petit truc pour déclencher de l'émotion chez ses lecteurs, en tout cas chez ceux qui aiment son travail. Donc, WS, Tone Where You Live, Suzuka, Fuka, Half and Half qui est sorti aussi cette année aux éditions Pika. Voilà pour la bibliographie qui est publiée en France pour Koji Seo. Vous écoutez la 5e de couve et vous avez raison. Quand le manga s'intéresse au manga, pourquoi l'envers du décor nous passionne autant? C'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour et bienvenue dans cette 5e de couve où nous allons disséquer des PC charcutés. Mais Hitman est notre passion pour les coulisses du manga. Pour ce faire, laissez-moi vous présenter les membres de l'équipe qui ont été sélectionnés. On a d'abord le génie incompris, Johnny, et le sage travailleur, Robin. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. J'ai essayé de vous mettre en tant que personnage de Hitman ou voire de Bakuman, tu vois, le génie incompris. Je trouve ça va bien pour le jeu. Bah, c'est mieux que autiste, ça c'est sûr. Merci beaucoup. J'ai pas voulu dire autiste effectivement, mais génie incompris ça te va très bien. Ouais, je prends. Et le sage travailleur. Voilà. Je suis sage parce que j'ai compris le génie de Johnny justement. J'ai compris exactement. Le génie de Johnny. Hashtag 5DC pour réagir dans cette émission sur les réseaux sociaux. Hashtag 5DC sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. La 5e de couve sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga. Et puis la 5e de couve.fr. J'ai fait le tour. Sur Twitter, sur Facebook et Instagram, oui. Au programme de cette émission, nous allons parcourir les différentes œuvres qui parlent des coulisses de l'édition ou du métier de mangaka. On ne sera absolument pas exhaustif, évidemment, parce que sinon ça va être trop compliqué. Ouais. Beaucoup trop d'œuvres existent, mais on a fait une sélection pour vous. On va aussi se demander à quel point ce que nous révèlent ces œuvres est réel, et en pointillé durant toute l'émission, on répondra à la question qui nous taraude. Pourquoi ça nous passionne autant? Mais avant tout, on va commencer bien évidemment par Hitman. Le manga vient de sortir. Il s'agit de l'histoire du jeune Ryunosuke Kenzaki et de son entrée dans le monde de la prépublication de manga au sein du Weekly Shonen Magazine. En effet, le garçon va enfin réaliser son rêve, travailler en tant qu'éditeur pour la rédaction du mag dans lequel on trouve des hits comme l'Attaque des Titans, Eden Zero, Blue Lock, Bakemonogatari, Hippo, Tokyo Revenger. Voilà, rien que ça va. Très vite, il repère Tsubasa, sa toute première auteure, et se met au défi d'en faire la mangaka numéro 1 du Japon, bien qu'elle soit débutante. Mais tous deux vont découvrir que les coulisses du manga sont dures, qu'ils sont cruels et que la compétition fait rage et que ça sera pas simple d'être numéro 1. Et alors quand on entend ce pitch, qu'on voit passer le nom Hitman, les coulisses du manga, c'est quand même compliqué quand on s'intéresse au manga depuis plusieurs années de pas immédiatement penser à c'est comme Bakuman. C'est exactement comme Bakuman. mais non. Enfin moi je le vois plutôt comme une réponse de Kodansha à Shueisha, certes 8 ans après, parce que Bakuman ça s'est fini en 2012, il y avait 20 tomes
Il y avait 20 tomes quand ça s'est fini. Là, on est à Hitman, il y a 10 tomes au Japon qui sont sortis. Après, on peut penser certainement que Hitman fera à peu près la même tomaison. Suzuka, c'était 18 tomes, Fuka, 20 tomes et Autumn Were Alive, 27 tomes. Donc, on peut se dire, il va faire la même chose, mais sur 20 tomes aussi, pareil. Et on aurait pu penser que ça allait être un plagiat, ce qui n'est pas du tout le cas hein, par rapport à Bakuman. En tout cas, pas totalement, parce que le million de l'édition, il est le même plus ou moins chez tous les éditeurs. Là, la différence que moi j'ai notée et qui m'a sauté aux yeux, c'est que le héros, c'est un éditeur. Alors que dans Bakuman, les héros, c'est des auteurs. C'est des auteurs. Et ils n'ont pas le même âge non plus. Et ils n'ont pas le même âge, forcément, parce que quand t'es éditeur, dans Bakuman, c'est des collégiens. Dans Hitman, c'est un adulte. Au tout début, c'est des collégiens, c'est pour les mettre, mais après, ils grandissent très vite. Et en tout cas, là, le héros, ça se concentre sur l'éditeur et le fait qu'il veut promouvoir à tout prix son auteur au rang de numéro 1. Et le tome 1 va très vite. Il y a même une petite ellipse de 3 mois, 4 mois, je crois, pour l'aider à faire son premier one shot. Ça se lit vite, ça se dévore assez rapidement et on apprend déjà des choses. T'en as pensé quoi, toi, Robin ? Bah, moi, j'allais dire la différence que j'ai par rapport à Bakuman, c'est que justement, je trouve que c'est un titre fluide à lire, assez agréable avec du rythme, et ça va vite. Il y a des enjeux hyper rapidement fixés, des personnages super rapidement introduits, et on s'ennuie vraiment pas une seule seconde à la lecture, alors que on peut se dire quand même, c'est technique, l'édition. Enfin, on est dans un monde un peu super technique. On peut se dire pourquoi je vais m'intéresser à un bouquin qui parle d'éditeur de manga, ça fait pas rêver. Bah ouais, c'est un peu obscur, ça peut être un univers un petit peu hermétique et tout, mais je trouve ça hyper agréable à lire. Après, moi je trouve le revers de la médaille de cette rapidité, fluidité entre guillemets, c'est que je trouve que, enfin en tout cas moi personnellement, j'ai un peu du mal à m'attacher aux personnages principaux. Je trouve que les personnages secondaires sont hyper cool, genre quand il y a un éditeur star qui apparaît, ouais. Enfin c'est un peu comme dans beaucoup de shonen, c'est les personnages secondaires sont classe, et pour l'instant je trouve que comme ça va très vite, j'ai un peu du mal à m'attacher aux deux protagonistes principaux. C'est marrant, moi à l'inverse, je me suis attaché super rapidement aux héros. Après j'aime bien ces rôles de héros nazes. C'est les héros nuls, mais il a des attitudes vraiment irréalistes et puis t'as envie de lui mettre des baffes tout le temps. Mais oui, et puis avec son costume là, alors qu'ils sont tous habillés à la cool quoi, c'est bon, on bosse dans l'édition les gars. Mais voilà, mais ils sont japonais. Mais en tout cas, ce côté irréaliste et ce côté complètement nasbrock, rien de ce qu'il fait pourrait être fait dans la vraie vie. Il se ferait limite virer quoi dans la vraie vie. Le mec, mais voilà, dans le manga ça marche, et je trouve que ça fait un parfait héros. Moi ça m'amuse, moi j'aime bien, je le trouve attachant. Attachant. Alors le fait que tu aies utilisé ce terme m'explique pourquoi je l'aime pas alors. Mais je pense que moi je vais faire un mix de vous deux, parce que en gros je rejoins Robin sur le fait que pour l'instant je m'attache pas aux deux héros, mais par contre je m'attache à leurs relations et à leurs interactions qu'ils ont avec les autres. Du coup c'est pas vraiment eux, mais c'est plutôt ce qu'ils font, leurs actions quoi. Ouais, parce que c'est un espèce de double parcours initiatique en fait, les deux apprennent et évoluent, donc c'est un peu en parallèle quoi, donc c'est ça qui est marrant quoi. Je tiens officiellement à formuler mes excuses pour avoir utilisé le terme attachant. Et on t'en remercie. Voilà, je suis désolé. Je sais pas si Twitter s'en remettra. Je sais pas ce qui m'a pris, mais je voulais vraiment m'excuser. Tant que tu ne divulgages pas la fin, j'ai envie de te dire, ça sera très bien. Bon, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé. Après, moi, je connaissais Koji Isao avant. Du coup, pour moi, c'est un habitué des comédies romantiques. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Le monde de l'édition. On va pas parler de romance. Mais tu la vois pas venir ? Non mais elle est un petit peu évidente quand même. D'une, il y a l'amour du manga, tu vois. Ah oui. Voilà. Et puis il y a la vraie love story entre l'auteur et l'éditeur. Parce que son attitude à lui comme à elle, je l'aime moins. Je suis pas fan du caractère du personnage. Mais alors d'une, ça se place en opposition avec la réalité. Ils font rien comme les autres. Donc en opposition à la réalité dépeinte dans le manga, sur les vraies coulisses du Weekly Shonen Magazine, on a deux personnages qui sont totalement ovniesques, qui n'ont rien à foutre là. Et ces deux personnages, je trouve qu'ils fonctionnent très bien ensemble et qui vont tomber amoureux d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, je vois les relations amoureuses et la love story se profiler, mais comme Bakuman où la romance est toujours présente au fil de la lecture, de toute façon, Koji Isao c'est un auteur de comédie romantique. Donc là, je parlais de Suzuka comme quoi c'est pas un manga de sport. Bah oui, c'est pas un manga de sport, et Koji Isao il est pas fort là-dedans. Et à mon avis, et je me trompe peut-être, mais l'édition ça va être une toile de fond et du décor, et
le principal de ce manga, ça va être la relation amoureuse, en tout cas plus que Bakuman à mon sens. Je pense que tu te trompes. Ouais. On va mais voir. après, la différence de Bakuman, c'est que Bakuman, la romance, enfin l'histoire d'amour qui motive le récit au début, elle est, elle est pas interne au milieu, tu vois. Là, ce qui est compliqué, c'est que c'est une histoire d'amour entre un éditeur et son premier auteur. En plus, tu vois, genre le premier auteur qui va signer, il va tomber amoureux d'elle, c'est chelou, quoi. C'est très compliqué, mais, ou peut-être pas, puisqu'en fait, il y a sa collègue aussi. C'est vrai qu'il y a une collègue qui travaille dans. De toute façon, il y aura un triangle amoureux. Oui, probablement. Mais je pense qu'on va en avoir quand même beaucoup. On va en avoir pour notre argent au niveau des coulisses du manga, pour le coup. Ne serait-ce qu'avec les petites fiches perso. Moi j'avoue c'est vraiment un des trucs que j'ai kiffé et qui participe beaucoup à la dynamique, c'est tout ce côté quand il y a un nouveau personnage qui apparaît, un nouvel éditeur, il y a une fiche avec le nom, le rôle et le nombre d'exemplaires vendus et tout, enfin tu sais, tout de suite il y a une espèce de ranking qui se met en place et en fait les éditeurs et les auteurs ont pas exactement les mêmes statistiques, c'est-à-dire que l'éditeur il est mesuré à son succès commercial, le nombre de bouquins qu'il a vendus, alors que l'auteur il est plus dans un truc fiche de perso à la RPG avec des stats mise en scène, graphisme, histoire, mise en scène, machin, et surtout la stat chance que moi j'aime. Enfin, ça me fait marrer qu'en fait, je trouve ça un clin d'œil sympa pour expliquer que bah oui, malgré tout, si tu veux avoir du succès dans l'édition, faut quand même avoir en tête que oui, il y a un gros facteur chance, quoi. Mais c'est marrant, ce truc a l'air très factice au début parce que ça tombe dessus. On te fait une espèce de fiche signalétique pour te présenter les nouveaux personnages. Oui, ce qui est assez commun dans le shonen, mais ouais, mais directement avec des stats. Oui, voilà, là il y a des stats assez précises. Ouais. Enfin, ça a l'air vraiment factice et au début je trouvais ça, je me suis dit c'est marrant, j'espère qu'il va le quitter, et en fait au bout de quelques pages j'ai trouvé ça génial. En fait un peu plus loin je trouve que je me suis rendu compte que ça servait d'une part à normaliser le travail des éditeurs, dans le sens où effectivement il faut bien mesurer les qualités d'un éditeur. Et dans une histoire, quand on te raconte une histoire, comment dire que lui est plus fort? T'as pas les muscles, t'as pas, y a pas la puissance que tu peux donner comme dans un autre shonen de combat. Donc d'une, ça permet de normaliser leurs aptitudes. Ouais. Et à l'inverse, contrairement à l'auteur qui est un artiste, lui tu peux lui donner des stats un petit peu un peu plus fantaisistes. Et donc comme ça permet de faire un lien entre l'artiste, l'auteur et l'éditeur. Oui, c'est bien qu'ils aient pas déjà de base la même grille de ranking, quoi, quelque part. Ouais, après moi je suis vraiment pas fan de ce truc. Je trouve que si c'était pas là, ça changerait pas grand chose au manga. Bah c'est fun, mais après ça s'arrête là, quoi. C'est un clin d'œil sans plus. Après par contre pour le facteur chance, effectivement moi quand j'engageais des gens, j'avais une petite pile de CV, je jetais la moitié à la poubelle et puis je regardais mes collègues, je fais je travaille pas avec ceux qui n'ont pas de chance. Donc effectivement, je comprends le facteur chance. Je suis pas forcément d'accord sur le fait que ça soit factice, parce que j'ai l'impression que à travers ce petit détail-là, l'auteur veut essayer de créer une connivence entre l'auteur et l'éditeur, et le fait qu'ils le disent aussi à voix haute, ce nombre d'exemplaires, ça permet aussi de justifier le travail de l'éditeur par rapport à l'auteur. Ouais, et puis il faut pas oublier qu'on est dans un shonen, faut que ça claque à un moment donné, faut qu'il y ait des infos qui arrivent vite avec des enjeux à comprendre tout de suite, tu vois, genre bah oui, le mec qui vend 180 millions, il est plus fort que le mec qui en a vendu 50, tu vois, faut dans le design, comme dit Max, tu te rends pas forcément compte dans le design des persos que un est plus fort qu'un autre, tu vois, donc c'est aussi une manière rapide d'amener des informations. Ok, moi j'ai juste dit que j'étais pas fan. Et de présenter les personnages, mais t'as tort. Non mais sinon comment on fait en fait, comment on ferait autrement, tu vois? Mais tu peux le mentionner, mais de là à faire un graphique, est-ce qu'il va le tenir pendant les 20 tomes? Je pense qu'à mon avis il va le tenir. Je pense qu'il va le tenir et que c'est ludique. Bah non, c'est rigolo quand même. Bah après ce serait marrant qu'il fasse un tournoi, toi, mais oui, c'est vrai. Et comment mettre ça dedans? Mais ça peut faire. Robin, sur Hitman, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Moi Hitman, je trouve que c'est une preuve supplémentaire, on l'a souvent dit, puis c'est un peu un marronnier concernant le manga, mais c'est vraiment que le manga c'est un médium qui permet de parler de tout d'une manière vivante et passionnante et rythmée et tout ça, et je trouve qu'Hitman c'est une manière en plus, je pense, tu vois, nous ça nous plaît parce que on s'intéresse beaucoup aux coulisses de l'édition, mais je pense qu'en vrai même quelqu'un qui s'y intéresserait pas spontanément, il peut lire Hitman et être pris dans le rythme de l'histoire et trouver ça cool, tu vois, et je trouve que c'est vraiment une preuve en plus que d'une des particularités du manga qui est de faire ça, d'arriver à faire ça, quoi. Johnny, t'as pas donné ton avis, Tu as aimé ce tome 1?
Ah oui, non mais moi j'ai bien aimé. De toute façon, Koji Seo, je l'aime bien. À part Princesse Lucia là, mais à part juste ce titre-là qui était vraiment, il servait à rien. En soi, moi j'adore les émotions qu'il fait passer, et les relations qu'il donne avec les personnages. Et moi, je m'intéresse effectivement plus à ça parce que si je veux m'intéresser aux coulisses du manga, il y a vraiment Bakuman qui est là avec toute sa lourdeur de texte que vous voulez. Et là, pour moi, je le vois comme une comparaison vraiment entre deux éditeurs japonais, mais qui reste, comme j'ai dit au début, une toile de fond. Mais j'adore Koji Seo et j'adore Hitman. Franchement, j'ai bien aimé moi. J'avais lu ce manga en français en février-mars avant le Covid. Ah, comme toi. Ouais. Et j'ai été conquis d'emblée. Et vous imaginez même pas comment c'était lourd de devoir attendre autant avant d'en parler. Bah c'est vrai que j'avais oublié du coup. J'avais oublié. Non mais moi quand on m'a dit allez on recommence l'émission, je fais ah oui c'est vrai je l'ai lu. Et en fait j'essaie de me souvenir, je fais ah non. Donc j'ai relu les 100 dernières pages et effectivement la fin du premier tome j'ai fait ah ouais c'est ça. C'est ça qu'ils vont faire. Il y a un élément dont on n'a pas parlé aussi, c'est que ils ont rajouté le flair. Oui. Juste dans le tome 1, à un moment donné, on en parle, mais ouais. très rapidement, mais genre, lui, il est doté d'une qualité unique. Oui, que seul un éditeur sur 1 million c'est a. Ça, ouais. C'est un peu le super pouvoir du héros. C'est l'instinct. C'est l'instinct qu'il a, et effectivement, ça donne. On se prend bien dedans. Et puis surtout, on apprend un truc à la fin de ce tome 1, ce que tu venais, ce dont tu voulais parler peut-être, c'est que elle avoue détester le manga. Ouais. L'auteur qu'on va suivre, l'auteur dont l'éditeur veut, oui, c'est un tome 1. C'est un tome 1, on ne peut pas divulgacher un tome 1. Ce qui est intéressant, c'est que elle explique détester le manga. Et que c'est pour ça qu'elle veut faire le meilleur manga pour prouver aux autres. Ouais. Bah, non, en vrai, on sait pas pourquoi elle veut le faire. Mais je vois déjà le truc venir. Et honnêtement, si c'est ça, j'arrête le manga. je le dis encore. Mais je vois bien le truc de genre son père était un mangaka acharné. Il en est mort. Moi, je veux le venger. Et pour ça, je veux dire que je déteste les mangas. Je vais faire le meilleur manga. Et après, je dirai à tout le monde vous voyez, ça sert à rien de mourir. C'est sûr, ça va être un truc comme ça. Après avoir passé des heures et des heures à travailler pour être la meilleure. Et j'ai pas lu la suite, mais je suis sûr que ça va être un truc comme ça. Ouais. Un des derniers points qu'on n'a pas abordé, c'est le graphisme. Idéal pour ce genre de récit. Bon, c'est du Koji Seo, donc moi. Ouais, il est efficace. Après, moi, il y a vraiment un truc qui me saoule, c'est le fan service, quoi. Genre le plan sur les miches de l'éditrice qui met pas de soutien-gorge. Enfin, moi, ça me gonfle. Enfin, en vrai, moi, en tant que lecteur, ça me gonfle. Après, voilà, c'est dans les codes. Non, mais franchement, niveau fan service, ça va. On est loin d'un harem manga. Pour moi, c'est des petites touches qui égayent sans pour autant. Toi, ça t'égaye. Hein. Non, mais c'est pas un abus. C'est pas du fairy tale, si tu veux. Oui, mais en vrai, ça apporte rien, quoi, au récit. Enfin, je trouve si ça te fait un petit elle est mignonne. Ouais. Mais c'est vrai que comparé à Bakuman qui avait reçu des éloges incroyables à sa sortie, là effectivement on est graphiquement pas au niveau de ce que peut faire Obata, mais c'est pas forcément non plus le but. Enfin, le cadrage et ce qu'il propose dans ce manga ne serait pas non plus adéquat à un trait d'Obata. Non. Et puis franchement, comme tu dis, c'est bien fait. Hein. Les chara design sont plutôt cool pour ce genre de milieu et de. Enfin, comment t'arrives à rendre classe un éditeur, tu vois. Je trouve que ça va, il s'en sort vraiment bien. Hein. Et donc, est-ce que l'envers du décor est réellement dévoilé dans ce bouquin ? Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on voit ? Est-ce que tout ça existe ? Alors, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai ? Moi, je connais moins bien le milieu de l'édition japonais que français, mais je trouve que, pour l'instant, en tout cas au niveau du tome 1, j'ai l'impression qu'on reste sur une vision de la relation éditeur-auteur assez idéalisée, qui est quand même genre leurs échanges sont principalement autour de, tu vois, l'œuvre en elle-même, comment rendre le récit meilleur et tout. Et en vrai, quand t'es éditeur, bah ça fait évidemment partie du cœur du taf, mais il y a plein d'autres trucs qui entrent en compte qui là sont simplement évoqués, que ce soit les chiffres et tout ça, c'est plus dans les statistiques, les fiches perso et tout, mais il y a aussi plein de choses. Enfin, en vrai, quand t'es éditeur, t'es chef de projet d'un bouquin et t'as plein de choses auxquelles penser, et le pur travail créatif qui est la meilleure partie n'est pas forcément le truc qui te prend le plus de temps. T'aurais aimé qu'on les voit travailler sur des tableaux Excel ou pas ? Non, je pense pas, mais voilà, si c'est pour répondre à la question, est-ce que l'envers du décor est réellement dévoilé ? Je pense que non, il y a encore un petit peu de part de mystère. Mais justement, Johnny en parlait tout à l'heure, il disait que c'était peut-être pas qu'on allait plus garder ça en toile de fond pour faire une histoire d'amour. Moi, j'ai l'impression que l'auteur a vraiment étudié très longuement son histoire. Il a une longue carrière, 9 séries à son actif, 23 ans de carrière. Il va obligatoirement s'appuyer sur son vécu. J'ai lu une interview qu'il a donnée au Japon. Je vous donne 2-3 phrases que j'ai récupérées. Il expliquait
que je vous donne la citation tout simplement. J'ai pensé que c'était mon rôle d'auteur chevronné de faire ce genre de projet et de ne pas la laisser à un débutant. La réalité doit être un élément important de ce type de récit. Il prend les choses à cœur malgré tout. Bah, ce qui est vrai, tu vas pas inventer un truc qui existe déjà, donc oui, qu'ils prennent la réalité, heureusement. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Koji Seo, l'auteur, est un auteur, donc de base sa vision du travail d'éditeur, elle est vue à travers un prisme d'auteur, tu vois. Il peut pas vraiment savoir ce que c'est que la réalité d'un éditeur. Non, mais justement, il a étudié énormément de ce qu'il explique dans cette interview, c'est qu'il a étudié énormément de mangas pour voir pourquoi l'auteur, enfin en questionnant l'éditeur et l'auteur, savoir pourquoi vous avez fait ça et pourquoi vous avez décidé de changer telle partie et pourquoi là à ce moment-là dans tel arc vous avez changé d'idée et ainsi de suite. Il a vraiment questionné des équipes éditoriales, il a questionné des auteurs et il a toute son expérience de travail avec un éditeur aussi et il a un éditeur avec lui pour éditer le bouquin en plus. Non, mais après, il a certainement très très bien travaillé. Hein, mais moi je me demande s'il a fait la même chose que son héros. Tu sais, son héros il arrive au début et il fait bon bah voilà, faut que tu lises tous les tomes de gens qui ont vendu plus d'1 million d'exemplaires. Allez, vas-y, c'est parti. Attaque Titan, etc. Non, mais après, pour moi, je pense que c'est une réalité, même si elle est un peu édulcorée, forcément. On apprend quand même pas mal de choses sur beaucoup de sujets. Et moi je vais prendre du coup pas que Hitman en exemple, mais l'exemple de Bakuman aussi. C'est que là où Hitman semble faire intervenir des personnages fictifs, on a chez un éditeur réel, hein, parce que c'est Kodansha, là, ils sont dans le magazine, ils sont dans les locaux de Kodansha. C'est très important, ils ont choisi de garder le nom Weekly Shonen Magazine. Donc ils se basent quand même sur le vrai, la vraie publication. Et du coup, là, Bakuman n'a pas hésité à faire intervenir le nom des vrais éditeurs, parce qu'on le voit dans un moment à la 4ème de coupe, dans le rabat de la jaquette du tome 11 ou 12, je crois. Obata parle de Aida, il met un mot sur lui en disant que Aida il est passé directeur édito adjoint au moment où il écrit le manga, alors que dans son manga il reste chef d'équipe, ce qui laisse penser au final que d'autres personnages du manga sont basés en fait sur des vraies personnes. Là où Kodansha a priori c'est plutôt il reste plutôt vague dessus. Il reste vague, mais par exemple il a eu besoin de faire un éditeur français un peu plus loin dans le magazine. L'éditeur, le héros, va, ou un des éditeurs, je sais plus, va vouloir signer un auteur français, un mangaka français. Et ils prennent qui? Et pour l'auteur, je sais plus, mais pour l'éditeur, du coup, il s'adresse à un éditeur français. Et ils ont pris Mehdi Benrabah, qui est le directeur éditorial des éditions Pika. Et il le dessine. Et il a dessiné Mehdi Benrabah dans le manga. Mais est-ce qu'il est cité nommément comme Mehdi Non, je crois pas qu'il est cité. D'accord, ils lui ont mis un faux nom. Non, il s'appelle Naoki. Français, éditeur français. Non, il est cité comme un éditeur français. Mais voilà, c'est pour le petit clin d'œil. Voilà, je trouve ça rigolo. Mais après, pour revenir sur l'envers du décor dévoilé, machin, c'est vrai que moi je rejoins un peu ce que Joe disait plus tôt. Pour l'instant, mais je dois me baser que sur le tome 1, hein, j'ai un peu l'impression de lire un shonen, une rom-com shonen un peu carriériste dans une entreprise, où là il s'avère que l'entreprise est est un magazine de manga et donc est plutôt dans le milieu de l'édition. Mais pour l'instant, j'ai pas encore le sentiment de lire le manuel du parfait éditeur. Genre, si tu veux devenir éditeur, tu vois, lire Hitman, je sais pas si ça va t'apprendre beaucoup de choses sur le métier en tant que tel. Y a assez peu d'explications purement techniques sur le métier, tu vois. Pour en revenir à la comparaison avec Bakuman, où là franchement dès le tome 1 t'étais inondé d'infos techniques sur vas-y, tu veux te lancer en tant qu'auteur, bah là t'as quand même déjà pas mal de choses à commencer. Dans Bakuman, t'as l'économie de l'édition, t'as les dessins techniques, qu'est-ce qu'il faut faire, le scénario, les assistants, les salaires, les relations professionnelles. Bref, t'as énormément de termes aussi au niveau des votes. Dans Bakuman, on a tout, et là pour l'instant, comme dit Robin, on reste en haut de l'iceberg, quoi. À voir ce que ça va donner par la suite. Après, par contre, il y a un truc que moi j'aime bien, c'est que, comme je disais, je connais assez mal le milieu de l'édition purement japonais, et je trouve que ça nous apprend sur la manière dont les relations éditeur-auteur fonctionnent là-bas. À savoir que moi, je connais mieux en France, où en fait, on va dire que en général, l'auteur il est amené par le haut. Tu vois, genre l'éditeur, c'est un peu le poste, tu vois, clé, un peu élevé dans la hiérarchie dans une maison d'édition, et c'est l'éditeur qui va amener l'auteur, et après il y a toute une chaîne de personnes qui vont se mettre à bosser avec l'auteur. Et là, en lisant Hitman, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. T'as des gens qui sont en bas de l'échelle dans le magazine, qui amènent eux les auteurs, et après en fait il y a une espèce de chaîne
par le haut qui se construit, où en gros après t'as le responsable du petit éditeur qui va donner son avis, et ça je trouve que c'est pour le coup ça m'a appris que ça fonctionnait comme ça là-bas, quoi. Bah, pour le coup, oui, c'est les éditeurs qui vont chercher les auteurs et qui après les proposent. Ça, c'est vraiment. Ouais, mais tu sais ce qu'ils appellent employé de base, c'est lui qui va amener l'auteur, et après il y a le responsable éditorial qui va. C'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment une chance pour nous Français de découvrir entre guillemets le vrai système japonais, le vrai parce que bien sûr c'est toujours un peu romancé. Ou une partie du vrai. Ou une partie du vrai. Et nous, en fait, on connaît pas ce système de prépublication, de vote, ta série elle a des votes donc elle continue, elle a plus de votes, elle s'arrête. Nous en France, on a les licences directement, on a les tomes reliés directement, on sait pas forcément. Si on s'intéresse au manga, oui, on le sait, mais que derrière, en fait, il y a toute une économie, il y a tout un système, et tu publies pas un manga comme ça au Japon. Tu publies pas 10 tomes avant d'être passé par une prépublication, avant d'être passé par énormément de choses, une vraie économie, et là, pour nous, c'est une chance de découvrir ça à l'intérieur, en tout cas, à l'intérieur de. Mais c'est vrai que le système est quand même très différent. La preuve en est avec une partie d'une scène qui est expliquée dans le manga. C'est les nouveaux arrivants qui répondent au téléphone. Oui, voilà, ouais. Et en plus, il faut savoir que au Japon, le numéro, en tout cas pendant longtemps, peut-être moins maintenant, mais pendant longtemps était public, donc tout le monde pouvait appeler. Ouais. Et c'est les petits nouveaux qui répondaient et qui devaient répondre à tout le monde, quoi qu'il en soit. Ouais, c'est ça. Donc en gros, t'es embauché en tant qu'éditeur aspirant. Mais t'es standardiste. Oui, mais par contre, si jamais c'est toi qui fais les rendez-vous avec les auteurs, tu vois ça que je veux dire. Et aussi. Tu dois trouver en plus le temps. Oui. C'est parce que c'est ton travail de répondre au téléphone, de faire ce qu'on te demande de faire, d'aller chercher la bouffe pour les photocopies, les machins, de faire les photocopies. Et au milieu, tu dois trouver le temps de faire des réunions avec des jeunes auteurs que t'as repérés. Ou pas. Où il y a un taf de ouf à faire avec eux, puisqu'ils sont évidemment pas confirmés. Évidemment. Et alors là, tu dois aussi t'en sortir comme ça. Donc ça montre aussi le chemin qu'il te reste à parcourir et qui reste au personnage à parcourir pour devenir un véritable éditeur. Voilà, t'as le rôle de l'éditeur et le rôle de l'auteur de toute façon qui sont présentés, qui sont clairement pas les mêmes, et du coup, non, mais c'est appréciable. Tu voyais ça comme quoi, comme une autocritique aussi ou pas? Je l'ai vu beaucoup avec Bakuman, même parce que j'ai lu plus de tomes aussi, et du coup j'en parlerai après parce qu'on fera un petit focus sur Bakuman. Mais c'est vrai qu'on peut voir ça comme une autocritique de l'éditeur et de l'auteur, du rôle de l'éditeur et du rôle de l'auteur. Est-ce que c'est une fausse autocritique? Ça je sais pas, je pense qu'on le verra par la suite. Mais là c'est vrai qu'avec un tome 1 c'est difficile de se prononcer. Moi je trouve ça quand même passionnant de voir comment tout fonctionne. Ouais, et moi je me suis posé une question en lisant Hitman, c'est parce que voilà, on avait l'exemple de Bakuman précédemment, il y en aura d'autres dont on va parler, et je me demandais si cet attrait et cet intérêt pour décrire l'envers du décor de l'édition, c'était assez, tu vois, c'était propre au manga, parce que je trouve qu'en BD franco-belge, on a assez peu d'exemples en fait de séries ou d'œuvres qui parlent de ça, si ce n'est tu vois, dans tu vois, les fanzineux souvent ils parlent de ça, parce que tu vois, quand t'es fanzineux souvent tu parles de ce que tu connais et tu parles un peu de ta vie, et ta vie c'est éditer des BD ou publier des trucs. Après dans la scène indé, t'avais Lewis Trondheim qui l'avait fait approximativement à l'association par exemple. J'ai récemment lu un truc chez l'employé du mois, une toute petite maison d'édition pareil très indé, qui s'appelait Blackbird, et en fait c'était pareil un collectif de fanzineux qui en fait tu te retrouves dans un monde où l'autopublication devient interdite, et en fait ils montent une espèce tu vois, de groupuscule terroriste à publier un fanzine dans leur coin et tout, et du coup là t'apprends des choses sur voilà comment t'édites un truc, comment tu fais la reliure et tout ça, mais tu vois ça reste des récits très underground, très indé. Et puis pareil en comics, on n'a pas trop ce genre d'exemple. On a des comics qui en fait mettent en scène l'édition comme terrain d'intrigue, tu vois. T'avais un comics qui s'appelait Criminal, qui a une partie de son intrigue qui se passe à la Comic-Con par exemple, tu vois. Donc là tu découvres un peu tout l'univers, mais c'est un terrain de jeu pour parler d'une intrigue policière, tu vois, ou alors t'as carrément l'analyse théorique pure de la façon dont fonctionne une bande dessinée, mais là on est avec Scott McCloud par exemple, L'Art Invisible et tout ça, mais là c'est différent, c'est des réglages très différents en fait. Tu sais que le pourquoi il est peut-être dans l'inexistence de rédaction.
Parce que moi j'ai souvenir malgré tout d'avoir, alors je sais plus c'est un pilote, un Tintin, pas un Tintin mais un pilote ou un Spirou ou un magazine comme ça, où il y avait quand même des petites histoires sur ce qui se passait entre eux dans les bureaux, comment ils décidaient. Oui, c'est vrai. Ça reste des privés de c'est bio, vrai que non dans Spirou, on a un contre-exemple qui est en parlant de chaîne du livre de l'envers du décor, t'as Animal Lecteur qui est une petite série humoristique sur la vie d'un libraire. Et même j'ai des choses plus vieilles en tête, mais c'est peut-être juste des petites histoires très courtes. Bah, cela dit, des strips, mais Gaston. Oui, en fait, Gaston c'était un peu ça, mais ouais, c'est vrai que c'était un. Non, mais si, en fait, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à Gaston, mais en fait, oui, c'est Gaston, c'est complètement ça. Il y a Gaston, mais c'est surtout qu'il existe une rédaction. Tu vois, il y avait un lieu en Belgique, à Marcinelle, près de Charleroi. Il y a un lieu où ils sont tous ensemble à travailler. Il y a des auteurs qui viennent, il y a les éditeurs sont là, il y a toute l'équipe éditoriale et ainsi de suite. Je pense que c'est propice à donner des envies et des idées de faire des œuvres autour de cette rédaction, et que si des auteurs ont eu envie de faire Bakuman, si un auteur a eu envie de faire Hitman, c'est aussi parce qu'il y a cette vie de rédaction qui est intrigante et que tu as envie de partager. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, en tant que lecteur, tu te sens souvent plus proche d'une rédaction parce qu'il y a déjà un rapport de proximité qui se fait, il y a déjà des courriers de lecteurs et tout machin, alors que avec une maison d'édition, souvent en tant que lecteur, tu sais, c'est très éloigné quoi. Une maison d'édition, c'est un peu un truc genre je comprends pas trop ce qu'ils font. Donc ouais, t'as raison, ça doit être une des explications. Et pourquoi les coulisses nous passionnent? Je me repose la question parce que il y a pas que les coulisses du manga qui me passionnent. Quand je vois les coulisses de certains métiers dans le cinéma, je pense, je sais pas, à des films comme Jerry Maguire ou à des films comme ça où tu découvres des choses sur des métiers un peu étranges. Parce que ça reste mystérieux pour nous. Parce que c'est mystérieux et je sais pas, c'est peut-être une curiosité, une soif de connaissance, mais j'aime bien qu'on m'ouvre les portes, qu'on ouvre les coulisses comme ça. Et en tant que lecteur, on a envie de connaître cet envers du décor, mais on n'a peut-être pas forcément envie de tout connaître. Tu sais, tout à l'heure, tu disais, il y a peut-être pas les infos, on les voit pas en train de faire, j'exagère, on les voit pas en train de remplir des tableaux Excel. Mais effectivement, on n'a peut-être pas envie de savoir tout ça. Bah, on veut garder, en fait, on veut pas que ça démystifie notre truc, quoi, tu vois, notre passion, quoi. Et c'est vrai que quand tu connais trop de choses sur l'envers du décor, il y a forcément une tendance à un peu démystifier le truc, quoi. Donc, c'est important de romancer un minimum. Bah, ça me rappelle un peu la série Hard, c'est les coulisses du porno. Très bonne série, 12 épisodes, c'était vraiment cool. Non, mais tu c'est découvres les vraies coulisses, c'est pas du tout pornographique justement par rapport à par rapport au thème en tout cas abordé, et c'est super intéressant. Et dans le manga, on a aussi pas mal de séries sur le jeu vidéo qui vont aussi nous apprendre des. Ça sera aussi succinct, mais ça sera romancé, mais voilà, ça va nous apprendre des éléments assez simples sur le jeu vidéo, et je trouve c'est important de romancer un minimum, important d'avoir du factuel, mais voilà, faut des bases, faut un juste milieu. Ouais, mais dans Bakuman, il y en a peut-être un peu trop. Ouais, mais c'est ce que je voulais dire quand je disais on n'a pas trop d'exemples en BD et comics, c'est que on n'a pas d'exemples aussi fun, tu vois, enfin je veux dire, d'œuvres qui arrivent à prendre, si ce n'est Gaston, mais d'arriver à prendre cette thématique et de la rendre aussi fun que Hitman et Bakuman dans une certaine mesure. Mais après, j'adorerais qu'il tombe en commençant à balancer les salaires des auteurs et ça. Et alors... ça, mais j'aime bien. Mais tu sais qu'on l'avait dans le bouquin de Hiroki Goto. Oui. Et on en a parlé dans l'émission sur l'histoire les 6 grands principes du Jump. Ouais. Exactement. Pour revenir sur Bakuman, on va d'ailleurs parler de Bakuman là un petit peu. Bakuman au Japon, des universitaires japonais ont expliqué qu'ils servaient potentiellement de guide, de journal d'entreprise, que c'est quelque chose qui se fait beaucoup, les journaux d'entreprise au Japon. Quand tu intègres une grande société, tu as un petit journal, un petit guide qui t'explique comment faire. Même en France, ça existe, à l'usage des nouveaux arrivants. Bah là, Bakuman, pour eux, c'est un journal de Shueisha, un journal du Jump à destination des nouveaux auteurs et des nouveaux employés, et j'ai un peu l'impression que Hitman peut prendre ce chemin aussi pour les nouveaux employés de Kodansha et les jeunes auteurs arrivants. J'espère que les nouveaux employés de Kodansha ont lu Bakuman, parce que comme ça leur fait déjà des prémices de savoir. Oui, mais c'est vrai que ça c'est le fonctionnement Shueisha qui n'est pas la même chose. Oui, ça en fait, puis je me mets à la place de Kodansha, t'as envie de dire bon bah nous aussi on veut expliquer comment ça se passe chez nous. Voilà, il y a pas de raison. Alors Bakuman, on parle de Bakuman depuis le début. Bakuman, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de deux collégiens extrêmement doués qui rêvent de devenir mangaka et qui y arrivent.
Voilà, c'est simple. Moritaka Mashiro Akito Takagi s'associent et sont repérés pour intégrer le Weekly Shonen Jump et découvrent comment devenir les meilleurs mangaka de l'histoire. Mais c'est ça en fait. Après, oui, il y a des histoires d'amour. Mais le cœur de l'histoire. Mais le cœur de l'histoire, c'est ça. Il y a du pouvoir. Mais ouais, moi, Bakuman, je l'avais trouvé vraiment précurseur sur justement tout ce côté dont on a dit qu'Hitman était encore un peu à la surface sur ces questions-là, mais tout le côté de technicité, quoi. Genre vraiment. J'ai relu un peu les premiers tomes de la série et c'est fou comment dès le tome 1 en fait t'apprends énormément d'informations sur voilà comment tu prépares un manga, tu vois, et comment tu travailles scénariste dessinateur, les Nemu, les façons dont fonctionnent les voilà, et puis même la façon dont t'envoies un projet, machin. Enfin, t'apprenais vraiment énormément de trucs. Même tu sais, ça commençait déjà à parler rien que dans l'intrigue amoureuse. Oui, quand tu fais un manga, tu sais, tu peux être adapté en animé et après voilà, il y a tout un système qui peut marcher derrière et tout. Et à l'époque où c'est sorti, Bakuman, je trouvais que c'était des infos qu'on n'avait pas forcément nous en tant que lecteurs occidentaux. C'était en 2008. Ouais, voilà, tu vois, ça date un peu. On n'avait pas encore toutes ces infos de façon hyper précise et j'ai toujours trouvé et j'ai toujours été surtout hyper admiratif de la part des auteurs d'arriver à intégrer ça à une intrigue de comédie romantique shonen assez tu vois basique, quoi. Et même si malgré tout je trouve ça un peu lourd à lire, je reste quand même hyper impressionné. Je suis étonné dans Hitman que l'auteur ne se soit pas laissé aller à un peu plus de détails sur la technicité du dessin. Parce que dans le tome 1, l'éditeur, le personnage d'éditeur va reprocher le dessin, enfin un personnage d'éditeur va reprocher le graphisme de l'auteur. En disant que c'était une débutante, ouais. Et j'ai été étonné qu'ils aillent pas plus loin dans les explications de comment elle allait s'améliorer. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle a un flair, elle lit les choses, elle réfléchit à ses cases. Et c'est la seule explication. J'étais étonné qu'il n'y ait pas plus de technicité. Non, il reste vraiment vague là-dessus. Ouais, mais après, je pense que c'est une question de point de vue. C'est comme t'es du côté des éditeurs, quand t'es éditeur, des fois, t'es pas forcément dessinateur, donc des fois t'es capable de dire qu'un dessin ne fonctionne pas, mais t'es pas forcément capable de dire techniquement ce qu'il faudrait faire pour que le héros fonctionne. Et finalement le héros, c'est pas lui, mais par la force des choses, elle se retrouve encadrée par une dessinatrice de très haut niveau. Ouais, voilà. Même l'éditeur là, celui qu'on suit, donc le vrai héros, lui à un moment il se dit que le dessin de sa pote elle est pas mal, et tout d'un coup on lui dit lui il est assistant, il a eu je sais plus, il a été en dernier finaliste de machin chouette, et il fait ouais, c'est ça le niveau des assistants. Des assistants débutants. Et pour lui c'est un truc incroyable. Pour lui il comprend pas qu'en fait ce mec n'est pas un manga et sa propre série. Et du coup tu vois ce que disait Robin au final, c'est qu'en tant qu'éditeur il tape pas forcément l'œil du dessinateur. En attendant, Bakuman ça a été un hit international, un truc de malade, série animée, long métrage, goodies, c'était vraiment fou à l'époque, et surtout qu'en plus c'était porté par le succès de Death Note. Death Note qui est toujours un succès aujourd'hui, à l'époque c'était encore plus frais dans les mémoires de tout le monde, et c'était le nouveau manga des auteurs de Death Note. Donc en plus c'était précédé d'une réputation monumentale que ne possède pas Hitman. En plus cette année il y a eu la crise du coronavirus, le manga devait sortir au mois de mai, il a été décalé là au mois de septembre, à sortir au milieu de plein d'autres bouquins. Donc il a pas beaucoup de chance en France ce titre par rapport à ce que ça aurait pu être, et il va aussi souffrir d'une petite comparaison avec Bakuman, même si il est peut-être un peu plus limpide. Ça c'est sûr que Bakuman franchement c'est long et parfois c'est vraiment lourd à lire. C'est pas nul, mais c'est juste que parfois il y en a vraiment beaucoup, et c'est des pavés de texte, et pourtant ça reste du neketsu, et je trouve ça assez fou que justement ils arrivent à faire passer ça. Franchement j'ai lu 2 tomes, j'ai mis 7 jours quoi. J'ai mis 7 jours à lire 2 tomes, c'est super long, et je me dis il me reste encore 10. C'est parce que t'es papa, tu changes les dans une faille temporelle. Non, moi je lis généralement dans le métro le soir, et là j'ai vraiment voulu être à fond, j'ai mis vraiment trop de temps à lire. Après on peut se poser la question, là Bakuman pour moi c'est une autofiction, c'est vraiment une autofiction, parce que les auteurs à un moment on demande, il y a les génies, donc c'est une autofiction semi-réelle, parce que il y a le méga génie Nizuma qui peut dessiner comme ça en moins de 2, et puis il y a les auteurs calculateurs qui réfléchissent, et c'est ça, et pour moi clairement les 2 auteurs qui sont dans Bakuman c'est des auteurs calculateurs, et pour moi Oba Obata c'était des auteurs calculateurs. J'allais te demander justement, au final pour toi il se voit plus dans les héros que dans Nizuma. Mais c'est sûr, et je vais te dire pourquoi. C'est quand Death Note est sorti, c'était un manga marginal.
ça a été la révolution de Jump. Personne n'avait fait ça. Personne n'avait fait ce qu'ils ont fait dans Death Note. Et tu penses que c'était un calcul de leur part? Mais c'est sûr. Et c'est pour ça que dans Bakuman, ils racontent un peu leur histoire. Dans une moindre mesure, parce qu'ils changent un peu des choses. Mais en vrai, pour moi, ils racontent comment ils ont fait avec Death Note. Après, Obata, il est graphiquement quand même, tu vois, c'est un très bon dessinateur, tu vois, il est quand même très bon, quoi. Donc c'est pas que des calculateurs, il y a du talent aussi, quoi. Oui, je pense que c'est quand même graphiquement lui c'est un génie. Après effectivement il a peut-être pas le génie de la narration. C'est pour ça qu'il a toujours des scénaristes en même temps. Toi, au tout début de Bakuman, ils ont dit on veut être notre rêve, c'est d'être édité dans le Jump. Bon, on peut pas arriver comme ça avec rien, et ils calculent comment ils peuvent arriver dans le Jump. Donc ils commencent par un autre magazine, et ils passent par plein de choses. Ils passent par du gag manga, ils passent par des histoires. Ils savent que les histoires de baston c'est pas pour eux. Pourtant, à un moment, on va lui faire une série de fantasy, un truc de classique. Et en gros, ils touchent à tout pour arriver à ce manga de crime parfait là, un truc vraiment marginal qui n'a été jamais vu dans le Jump et qui du coup a sa série. Et pour moi, Death Note est arrivé comme ça. Tu voyais d'autres questions qu'on posait dans Bakuman et que tu n'imagines pas voir dans Hitman, si on doit encore les comparer? Non, mais je pense qu'on va en voir dans Hitman, ça va arriver, mais c'est vrai que Bakuman pose des questions sociétales de fond. Il y a un moment, quand Takagi a sa rivale de lycée, Akina, là, qui est super forte, qui devient romancière, qui publie son premier roman alors qu'elle est super jeune, qui gagne le concours, et elle fait tiens voilà, j'ai publié mon roman, alors tu vois je suis le meilleur, et l'autre en fait il s'en fout, il fait bah non, moi je veux faire du manga. Donc, et elle est tellement prise dans sa fierté, elle fait d'accord, et ben moi maintenant aussi je vais devenir scénariste de manga et tu vas voir que je vais te battre. Et c'est vrai que tu as cette question sociétale qu'ils abordent à un moment, c'est la différence de valeur entre un roman et de la bande dessinée. Et tu as cette question et tu te poses la question où vraiment c'est ça la question culturelle. Pourquoi un roman serait mieux vu qu'une bande dessinée? Tu sais que l'auteur, la mangaka de Hitman me fait penser à ce personnage-là, de romancière de Bakuman. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, c'est son truc à la fin du j'aime pas le manga, je vais vous montrer. Oui, mais pour moi je suis sûr que c'est un truc familial, c'est pour ça qu'elle fait ça. Mais après il y a vraiment énormément de questions qui posent. Par exemple, Obata à un moment, même si ça reste très court, ils le mettent quand même sur 4-5 cases, ils remettent en question le système de vote au Japon. Parce qu'au Japon, le système, c'est t'es publié dans un magazine et tu peux voter pour tes 3 séries préférées. Et il y a un moment, il y a Fukuda, un de leurs potes, qui dit moi je vais remettre en question ce classement. Pourquoi on ne fait pas voter sur toutes les séries? Comme ça on aurait vraiment le vrai classement de telle ou telle série qui est mieux par rapport à l'autre. Pourquoi on a juste les 3 premiers? Et c'est vrai que dans Bakuman, tu as énormément de questions comme ça. Il y a des questions qui sont surtout, mais qui ont surtout jamais de réponse. Et tu as le point de vue de l'auteur, tu as le point de vue de l'éditeur, mais jamais personne qui prend parti. Il y a quelques réponses. Justement, dans le bouquin de Hiroki Goto, il revient sur ce sujet assez brièvement, mais il revient plus largement sur tous les systèmes de vote dans le Jump. Dans le Shonen Mag, c'est un tout petit peu différent. C'est pas exactement le même système, mais je pense qu'ils vont en parler tôt ou tard dans Hitman aussi. Comme ça, on pourra comparer aussi. Ça me fait penser aussi. Désolé, je repars encore sur une autre question, mais c'est sur le manga commercial. Et Bakuman l'aborde encore dedans. C'est en gros, ils abordent le fait que les auteurs ne dessinent pas ou n'écrivent pas ce qu'ils veulent, mais ils écrivent ce qu'aiment les lecteurs afin de gagner les votes de popularité et à continuer d'être publiés. Et là, c'est pareil, t'as pas de prise de position. On a juste 2 personnages qui évoquent ces faits, et nous lecteurs, c'est à nous de nous faire notre propre opinion dessus. Pour rester vague, Hattori, l'éditeur dans Bakuman, à un moment, il dit que il dit quoi? Il dit un manga populaire est de fait un manga qui donne du plaisir au lecteur. C'est ça qui compte, et qui en fait ça donne un bon manga. En opposition à l'autre personnage qui disait qu'en gros c'est un assistant, il expliquait que c'est le coup classique des mangas qui résulte d'une autosatisfaction de l'auteur et ça se vend pas. Ouais, mais enfin, c'est-à-dire que eux ils le formulent comme ça et c'est très loin d'être aussi simple. C'est loin d'être bien sûr, mais c'est pour que moi ce que j'aime là-dedans, c'est que même s'ils prennent pas de prise de position, c'est bien. Les questions sont posées, les lecteurs réfléchissent là-dessus. C'est pas juste voilà, on lit un manga, on prend du plaisir. Non, mais t'as raison, parce qu'en fait, le fait de poser ces questions sur les coulisses et sur comment on arrive à créer ces histoires, je trouve ça c'est aussi un des éléments qui fait qu'on aime ces mangas-là. Qu'on se passionne pour les coulisses. Là, je trouve ça important aussi. Parce qu'à côté, si on veut parler d'autres bouquins qui vont dans le monde de l'édition, on n'a pas autant de questionnements. Alors, on a du rigolo,
Tu te souviens de Jemaru Edition? Ouais, non, mais Attendez, je vous fais le pitch de Jemaru Edition. Je m'en souviens. Une lycéenne rêve de devenir une mangaka de shoujo, mais un soir, une créature apparaît dans sa chambre et il s'agit de Jemaru. Jemaru vient du futur pour rencontrer son idole alors qu'elle est encore toute jeune. En effet, un siècle plus tard, cette jeune fille est réputée comme une star du manga hentai. mais donc il lui avoue et elle veut tout faire pour ne pas avoir ce destin, tandis que Jemaru veut tout faire pour que elle ait ce destin. Ouais. Bon, c'est fini en 2 tomes, hein, ça n'a pas marché. Ouais, puis après on est sur des enjeux quand même plus faibles que être publié dans le Jump, tu vois. Ouais, en termes de... c'est son futur, attends, c'est sa vie quand même. Après Jemaru, c'est Mizuki Kawashita, Ichigo 100%, voilà, c'est une comédie, c'est un beau dessin. Voilà. Oui, voilà, ça effleure le métier de mangaka du doigt, mais voilà, c'est propice plus à l'humour qu'autre chose. Non, on a Billy Bat, en revanche. L'histoire d'un auteur de comics d'origine japonaise qui se rend compte que tout ce qu'il a écrit et dessiné, il l'a volé, mais sans le savoir. Bah là on est plus sur ce que je disais plus tôt à propos du comics, c'est que là le monde de l'édition et le métier d'auteur s'incorpore dans une intrigue qui est en fait une intrigue de thriller, d'espionnage, de complot et tout ça, mais en vrai sur le milieu de l'édition, alors si t'as un peu tout le moment avec le faux Kevin Yamagata, tout ça, et Billy Bat qui en fait a été dessiné par un autre mec et tout, et là t'as même une plongée un peu dans le monde du licensing ou comment tu développes une marque et tu la trahis en faisant, tu vois. Là il y a un truc intéressant effectivement sur l'envers du décor, mais après sinon dans l'ensemble Billy Bat c'est surtout une intrigue policière, quoi. Oui, ça parle un petit peu du métier, mais oui, voilà. Si ça pose une ou deux questions sur la préexistence des idées. Oui, bien sûr. Et puis même sur le rapport à la création en tant que tel, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'être un créateur, créer des choses, quoi. Joe, si je te renvoie vers Simok. Ouais, alors moi effectivement c'est moi qui ai proposé Simok parce que effectivement ça parle du milieu de l'édition. Mais en vrai, je fais le pitch. L'histoire d'un apprenti mangaka qui se rend compte que sa voisine est rédac chef d'un grand magazine de manga et elle lui plaît beaucoup. Non, alors, je vais résumer ça par plus ou moins 4-5 termes. Déjà, c'est en 5 tomes, donc c'est une série courte. C'est fait par des Coréens qui sont connus, hein, c'est Lim Dal-young et Lee Hae-won. Désolé pour la prononciation. Et eux, ils sont connus pour faire du ecchi et de la comédie. Et clairement, Simok, c'est du ecchi et de la comédie. On s'arrête là. Oui, voilà, dans le genre, c'est bien dessiné, mais là, on a vraiment l'édition qui est là comme prétexte pour montrer des culottes et des boobies, quoi. Des vrais. Très récemment, au Japon, dans le Weekly Shonen Jump, est sorti un manga qui qu'on a voulu voir comme le successeur de Bakuman. Ça s'appelle Time Paradox Ghostwriter et ça a été un échec total. C'est pas publié en France, hein, du coup, parce qu'il y a eu qu'une quinzaine de chapitres au Japon. Ça vient de se terminer, ça a été publié cet été. Time Paradox Ghostwriter, c'est l'histoire d'un jeune mangaka qui galère vraiment à faire ses débuts dans le Jump. Il a été sélectionné, il a eu un prix une fois pour son manga. Et depuis, il fait des tests, il propose, mais il se fait recaler. Et un jour, par hasard, grâce à son micro-ondes, à la foudre et à un robot qui fusionne avec, il reçoit un exemplaire du Jump, mais dans 10 ans. Ah ouais, c'est Retour vers le futur. C'est l'almanach. C'est l'almanach, c'est ça. Des mangas. Et sauf que lui, il pense comme c'était une sale nuit d'orage, machin, qu'il était à bout de nerfs parce qu'il venait d'enchaîner son 3e manuscrit de 40 pages en 4 jours. Il pensait avoir rêvé cette histoire, et finalement, enfin l'une des histoires qu'il lit dans ce Jump dans 10 ans, parce que bon, évidemment, il a lu la fin de One Piece. Et alors, c'est l'amitié ? C'est l'amitié, évidemment. Non, je me demande s'il n'y a pas une allusion quand même. Ah, ce serait énorme. Mais il pense avoir rêvé cette histoire, et donc il l'a reproduit et il pense l'avoir imaginé. Il a pas conscience, il se dit pas j'ai le Jump dans 10 ans, je vais piquer cette histoire avant qu'elle soit écrite. Non, lui il pense l'avoir imaginé. Mais en réalité, il a vraiment eu le Jump dans 10 ans, il y a vraiment eu un truc magique, et donc sans le vouloir, il a volé l'histoire de son manga à quelqu'un qui ne l'a pas encore écrit. Qui n'y a pas encore pensé, ouais. Du coup, il a pas vraiment volé. Ah, le débat. Mais ce quelqu'un avait déjà commencé à écrire et à réfléchir à cette histoire, même au titre. Et cette personne est très jeune à cette époque-là, 10 ans de moins, et remarque la supercherie. Et va à sa rencontre. Vous avez jamais vécu ça, vous ? Ah bah, tu sais que t'as une idée et en fait tu découvres qu'en fait quelqu'un l'a fait ailleurs, quoi. Facebook, quoi. Putain, mais c'est ça, j'avais l'idée de Facebook.
Moi j'avais l'idée du balai à chiottes et tu vois. Mais t'aurais fait fortune, mec. Ouais, c'est clair. Ça aurait été incroyable. T'imagines, tu peux me passer le Johnny, je viens d'aller aux Mais toilettes. attends, ça se trouve, il y aurait eu un manga sur ta vie. Putain, ouais. Le Mais mec qu'est-ce qui a s'est inventé passé le du coup balai à là chiottes. je comprends pas, avec le pitch il est super. Donc c'est... Pitch super. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Lui commence à être, il est pris dans le Jump. Son premier chapitre est publié. C'est succès international. Tout le monde fait mais c'est incroyable. C'est le nouveau My Hero Academia. Oh là là. C'est fou et sauf que du coup la personne qui est une jeune fille qui a écrit, qui a créé cette histoire, elle vient le voir, elle lui fait mais comment c'est possible? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est mieux que ce que j'ai fait hein. Mais c'est mon Mais idée. quand même, à la base. Alors il y a un truc louche, je vais devenir ton assistante. Et voilà. Et Et donc là, il y a une découvrir, lutte comme ça, alors qu'elle était hikikomori à moitié, machin. Et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Et ça a été un échec et c'est bien dommage. Bah oui, parce qu'en tout cas, le pitch est mortel. Mais... Bah, il y avait de quoi faire un vrai successeur à Bakuman. Hein. Carrément. Mais je comprends pas, mais du coup, pourquoi ça a été un échec? Bah, les gens n'ont pas voté pour. Dans le magazine. Tu vois, ça rejoint la remise en question du système. Donc il avait un super pitch de départ. Il y avait un il super a pas pitch. su... Il y a l'éditeur qui s'est confié sur les réseaux sociaux au moment de l'arrêt de la série. Il a expliqué, alors de toute façon c'est très poli hein, quand les éditeurs s'expliquent au nom de l'équipe éditoriale, mais il explique que le département édito s'est emballé trop vite, que l'auteur n'était pas prêt, que l'histoire n'était pas prête, qu'ils se sont précipités par l'engouement, par le pitch qui était génial, et que ils assumaient entièrement l'échec de cette série. C'est bizarre. Ils nous ont fait une Jospin 2002 quoi. Ouais, c'est ça. Et ils se retirent du coup, ils ne publient plus. Non. Ouais, mais c'est bizarre parce que du coup, tu te dis, bon, c'est passé en rayon éditorial, c'est un échec éditorial. Mais est-ce que c'est un échec à cause des lecteurs ou c'est un échec à cause de l'éditeur? Les deux. Non ouais, ils ont brûlé le truc trop vite quoi. En gros, ils auraient peut-être dû laisser la série vivre, tu vois, et trouver son succès par elle-même plutôt que de, je sais pas comment dire, brûler le truc quoi. Non, enfin, oui et non, c'est-à-dire qu'ils auraient dû travailler plus longtemps la série avec l'auteur sur des petits éléments clés qui sont probablement consumés trop vite. C'est des bonnes idées, c'est souvent emballant. Là, on entend ce pitch, on a envie de lire le bouquin. Mais pourtant, après il faut que le traitement et le développement. Et les lecteurs japonais aussi avaient envie de le lire. Bien sûr, Mais voilà, le traitement, les éléments, il y avait probablement un problème de personnage, de construction de personnages, de construction temporelle. Il y a probablement eu des hicks qui ont fait que le manga n'a pas plu au bout de 5, 6, 7 chapitres. Parce que ce qu'on voit dans Bakuman et Hitman, c'est que justement, quand on publie une série, en tant que mangaka, t'écris plus ou moins au fur et à mesure, le fil de l'eau. Tu fais chapitre 1, chapitre 2, puis après, pendant que c'est sorti, tu fais chapitre 3, chapitre 4, mais t'as l'impression que c'est vraiment au fur et à mesure. C'est ça. Et du coup, là, lui, il est parti, il a sauté en vol, quoi. Et ça a explosé en vol. Et peut-être aussi que l'auteur n'arrivait pas à suivre, n'avait pas assez de travail en amont. On sait pas. C'est juste qu'on a juste cette explication que je t'ai donnée. Oui, bien sûr. Oui, mais en décryptant, il peut y avoir mille façons d'interpréter ça, quoi. Et heureusement qu'ils ont pas fait Lost. C'est vrai. Je voulais qu'on parle d'une petite série animée aussi comme on est dans les coulisses. Keep Your Hands Off Eizouken, une série réalisée par Yuasa, et Yuasa qui a fait Mind Game, Yuasa qui a fait Japan Sinks, tiens, très récemment sur Netflix. C'est l'histoire de Midori qui adore tellement l'animation qu'elle conceptualise tout ce qui l'entoure en mode dessin animé. Et elle a jamais vraiment osé se lancer à faire du dessin animé, alors qu'elle passe son temps à crayonner à noircir un carnet. Mais elle se fait remarquer par d'autres filles passionnées, et ensemble elles fondent un club pour faire une sorte de monde parfait dont elle rêve, un monde de dessin animé. Et là aussi on est sur les coulisses, mais version passion, quoi. Bah ouais, et puis côté animé surtout, c'est qu'il y a encore une autre coulisse dont on n'a pas encore parlé. Mais c'est vrai que alors moi du coup j'ai un peu regardé cet animé sur tes bons conseils, Max, puisque je n'y serais jamais allé en tant que pas consommateur d'animé. Et franchement j'ai été hyper agréablement surpris, je trouvais ça vachement bien, et j'ai surtout beaucoup aimé la manière dont en fait toutes ces thématiques hyper concrètes, hyper réalistes dont on a parlé depuis le début ici s'intègrent dans un monde qui est vraiment, même le monde dans lequel elles vivent, il est imaginaire en fait. C'est elles vivent sur une espèce de collège qui est construit sur l'eau, qui est déjà de base un décor d'animé, tu vois, qui est pas un vrai décor quoi. Et en fait même là-dedans l'héroïne qui est fan d'animé, elle arrive à
dessiner encore d'autres trucs qui l'a fait voyager ailleurs. Et il y a vraiment des moments assez beaux, assez poétiques sur genre à un moment donné, dès le premier épisode, avec sa copine qui dessine. En fait, il y en a une qui est plutôt spécialisée décor et concept art, et l'autre plutôt perso et animation quoi. Et à deux, elles superposent leurs dessins, et à un moment donné, elles fantasment sur juste un bout de dessin qu'une des deux a fait, et il y a toute une histoire qui se lance et tout, et genre c'est super frais, c'est super bien amené, très malin. Après c'est très graphique, très indé, très onirique. On est vraiment sur la création et le travail de création comme fabrique de rêve quoi. Ouais, puis on sent la marque du réalisateur qui avait décidé avec cette série de faire une vraie lettre d'amour à l'animation. Carrément. Mais c'est super chouette. Moi je sais pas si je fais un hors sujet, mais avec tout ça vous m'avez fait penser à Genshiken. C'est dans une moindre mesure, parce que c'est une manga, c'est vraiment la découverte du monde des vrais otaku. Et comme otaku en japonais ça veut dire passionné, hein. Mais ça peut être passionné de n'importe quoi. Oui, on peut être otaku ça peut être de sport, otaku de climatiseur. Je dirais même que c'est passion à domicile. Oui. Et souvent qui se transforme limite en hikikomori. Donc, mais c'est vrai que dans Genshiken, tout y passe quoi. Le jeu vidéo, l'animation, le manga. Je sais pas si je suis hors sujet, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça un petit peu. Il y a la passion. Il y a pas forcément les coulisses, mais au moins il y a la passion. Et puis il s'essaye, et puis il se tente aussi à aller au Comiket, ce genre de choses aussi, qui est intéressant, qu'on retrouve aussi dans d'autres mangas. Par exemple, dans Otaku, ils vont au Comiket. On voit certains détails comme ça de choses qui se passent au Japon et qui nous font fantasmer parfois, rêver ou pas du tout à l'inverse. Et on a beaucoup de mangas en fait où le personnage principal est mangaka ou est éditeur de manga, mais c'est ça dans tous les genres. Dans le shoujo, des histoires d'amour, éditeur, auteur, tu en as, c'est clair, et ça va même jusqu'au hentai. Ça traverse tout le spectre éditorial. Oui, c'est vrai. Et c'est logique en fait. C'est logique. Ils parlent de ce qu'ils connaissent le mieux, hein, les auteurs. Et de quoi t'es entouré d'éditeurs et d'auteurs. Les auteurs qu'est-ce qu'il faut. Non mais voilà, c'est logique, et c'est marrant qu'on en trouve comme ça partout. Et on n'a pas ça non plus dans la BD, tu vois. Non, pas trop effectivement. Et ni dans le comics. Enfin voilà, c'est marrant. Et même dans le cinéma, il n'y a pas tant de héros qui sont réalisateurs. On voit à la limite dans les teenage movies peut-être des passionnés de cinéma. Mais ça s'arrête là quoi. Dans Super 8. Dans Super 8, oui. Oui, c'est vrai, ouais. Super film d'ailleurs. Ou dans Dawson. Oh oui, bon maintenant pas Dawson. Il va être temps de conclure cette émission. Ouais. Hitman, la passion des coulisses du manga, qu'est-ce qu'on en dit, Johnny? En vrai, j'avais fait une conclusion courte, mais comme on m'a pas laissé tout dire sur Bakuman, je vais d'abord dire ma conclusion. T'as encore des choses à dire sur Bakuman. Effectivement, non mais j'en ai écoute, une. Avant de conclure, ne conclue pas. Parle-nous de Bakuman. Déjà, dans une moindre mesure, j'ai envie de dire que si vous voulez devenir mangaka, lisez les mangas Hitman et Bakuman avant. Ça peut vous donner une idée. Et moi, ce qui fait la force de Bakuman, c'est pas vraiment le fait que ça soit un guide, c'est plutôt le fait qu'on a vraiment une identification au personnage. Même si on n'a jamais voulu devenir mangaka et qu'on dessine comme une merde comme moi, je vous assure qu'à certains passages, les héros obtiennent des premières places pour leur magazine ou décrochent une série. On se prend tellement au jeu qu'on est heureux en même temps qu'eux, et notamment au tome 11, il y a un enchaînement d'émotions sur le décrochage d'une série. Moi, ça m'a fait vraiment exploser de joie, suivi d'un passage au cimetière où il veut présenter le fait qu'il a réussi à être premier, et là j'ai pleuré, et tout ça c'est en moins de 10 pages. Hein. J'ai pleuré, j'étais dans le métro, et tout de suite t'enchaînes avec un gag de duo d'héros qui et tout ça. Tout ça mêlé, tu fais putain, ils sont vraiment forts. Oba Obata, plus que le dessin, plus que le scénario, c'est vraiment l'émotion qu'ils arrivent à véhiculer pour entre guillemets un simple manga. Et voilà, moi en lisant Bakuman, c'est ce qui m'a surpris le plus que tout le reste. Et pour conclure, c'était une autre conclusion finalement ou pas du tout? Ma conclusion c'était si vous voulez être mangaka, lisez les mangas. Très bien. Lisez des mangas. Lisez des mangas, c'est mieux pour être mangaka. Même si, sauf quand on n'aime pas les mangas et qu'on veut prouver qu'on est meilleur. On verra. Robin? Moi je dirais que tous les mangas dont on a parlé dans cette émission ne nous décrivent pas la réalité du monde éditorial, mais en tout cas une partie de la réalité du monde éditorial, donc c'est toujours intéressant comme l'a dit Joe, mais faut pas non plus
voir ces œuvres comme des manuels du parfait éditeur ou des méthodes pour devenir un bon auteur et tout. Il y a des choses à en prendre, mais il y a des choses à en tirer comme dans n'importe quelle œuvre. D'ailleurs, il y a des choses à tirer de n'importe quoi. Je pense que c'est surtout des mangas qui nous permettent de nous divertir et de nous faire vivre des émotions, comme disait Joe, autour d'une thématique à la fois originale, mais qu'en même temps on adore tous, c'est les mangas, quoi, l'édition de mangas. Moi, je dirais que les mangas et l'animation savent vraiment correctement proposer ce genre de concept. C'est difficile de les trouver, de les imaginer, même de les imaginer ailleurs. Oui, quand on aime le manga, on a soif d'avoir un peu de cet envers du décor. Il faut se jeter sur Hitman, il faut se jeter sur Bakuman. Mais attention, il faut avoir conscience que y a l'emballage aussi qui va avec. Sinon, il faut lire des revues. Oui. Il faut lire des livres très sérieux sur le sujet si on a envie d'avoir un savoir plus encyclopédique. Ouais, bah oui. Mais là, c'est une version un peu fast-food. Bah déjà faut aller à l'école aussi. Oui, faudrait faire une petite licence édition. Mais dans le manga, on a effectivement des versions fast-food de ces infos-là. Et sinon, si vous voulez vraiment en savoir plus, faut lire des gros bouquins. Faut apprendre à lire l'anglais parce qu'ils sont pas tous publiés en France ou le japonais. Alors là, vous êtes encore mieux placé. Il y a des vrais bouquins au Japon qui expliquent tout ça, mais faut lire des revues ou des livres sérieux sur le sujet, ou se taper beaucoup d'interviews. C'est important aussi de se taper des interviews d'éditeurs, d'auteurs. On apprend des choses aussi. Là par exemple, il y a l'histoire du manga qui va sortir en coédition Kana La Martinière à la fin du mois d'octobre. Et ça peut être un bouquin fort intéressant. Vous savez, c'est le bouquin qui a été écrit par une universitaire londonienne, celle qui avait fait l'exposition au British Museum. Oui, d'accord. Okay. Voilà. Et donc c'est ce bouquin qui va sortir en France là au mois d'octobre en coédition. Voilà. Un chouette cadeau de fin d'année, ça. Chouette cadeau de fin d'année, évidemment. Et puis Hitman, chouette cadeau de fin d'année parce que les tomes vont aussi s'enchaîner assez rapidement pour que l'éditeur français rattrape la publication japonaise. Donc vous pouvez vous jeter sur Hitman, qui est d'ores et déjà disponible dans n'importe quelle librairie normalement dotée. Et Bakuman aussi. Il y a 20 tomes, c'est fini. Voilà. Oui, alors Bakuman, vous êtes tranquille. C'est sûr qu'il. Et alors, j'ai pas de réédition prévue, a priori. Pas encore. Pour l'instant. Oui. Donc, si jamais, tu sais, des fois, les gens peuvent se poser la question. Oui. Oh, mais est-ce que j'attendrai pas pour acheter ce bouquin ? Ah oui, non, bah achetez-le maintenant. Oui, voilà, vous pouvez. Allez-y. Enfin, on n'en sait rien en fait. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag 5DC ou sur nos différents réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram. Merci. Et sur le site la5e-de-couvre.fr. Attention, nouveau blog dont tu t'es occupé, Johnny. Ah, il est beau. Hein. Qui est-ce qu'il est beau ? Il est beau. Vous avez directement tous les podcasts d'un coup, et quand vous avez les lecteurs pour toutes les émissions, mais d'un coup. Mais si vous appuyez sur tous lecteurs à la fois, et ben ça en fait qu'un. J'ai essayé, c'est pas tous qui se lancent d'un coup. Si vous appuyez sur un, alors vous avez lancé un autre, et ben ça mi-pose l'autre et ça fait lecture sur. Oui, donc c'est bien fait en fait. T'as bien fait ton travail. Ah oui, d'accord. Parce que j'ai absolument rien compris. Et il est responsive. Hein. Et alors allez-y. Alors s'il est responsive, non mais faites-nous aussi vos retours là-dessus. Non mais c'est vrai. Et puis parlez-nous aussi si jamais il y a des mangas qui parlent de l'édition, parce qu'on sait pas tout. Ah ouais, mais on en a d'autres en fait. J'avais une autre liste encore. On n'a pas été exhaustif du tout, mais voilà. N'hésitez pas quoi. Exactement. Merci, à bientôt. Ciao. Salut. Salut.